départ, j'ai une formation en aménagement du territoire et en urbanisme que j'ai terminée il y a 10 ans, mais je n'ai pas travaillé en tant qu'urbaniste. Je suis partie dans l'accompagnement de projets artistiques qui travaillaient sur la ville et sur le territoire. Donc j'ai travaillé au Citron Jaune, qui est un centre national des arts de la rue dans les Bouches-du-Rhône. Et je travaillais au Polo, le pôle des arts urbains à Tours. En parallèle, j'avais repris une recherche en urbanisme où je reprenais les œuvres artistiques contextuelles in situ et où je les ai abordées selon l'angle du ludique, du jeu, en les prenant comme des jeux qui prennent la ville comme terrain de jeu et qui permettent de révéler de nouvelles représentations à la ville. Et aujourd'hui, je suis à la ville de Dunkerque, donc en soutien et en accompagnement au projet participatif. Moi, je suis un architecte urbaniste de formation. J'ai fait mes études d'architecte en Allemagne. Ensuite, je suis partie aux Pays-Bas pour mon 3e cycle où c'était beaucoup des stratégies urbaines. J'ai travaillé avant de venir en France en Angleterre. Et arrivé en France il y a une dizaine d'années, j'ai co-créé Polymorphe parce que j'avais la sensation que la ville, ça ne se fait pas comme j'ai fait jusque-là. Donc le but de Polymorphe, qui est une association avec des adhérents, des partenaires de multiples casquettes, il y a 3 axes d'activité. Premier axe, c'est l'expérimentation, le laboratoire, où on veut se donner les moyens à tester des pratiques de production de l'espace intégratif avec multiples acteurs tout au long de la chaîne. Il y a donc un premier dispositif qu'on a créé qui était un jeu urbain. C'est là où on se joint tout de suite, qui s'appelle Tabula Rosa, qu'on a produit plusieurs fois depuis. Maintenant, on a d'autres dispositifs. Le deuxième axe d'activité de Polymorphe, c'est d'appliquer d'autres démarches, de faire l'espace à toute échelle dans des projets concrets. Et le troisième axe d'activité de Polymorphe, c'est la diffusion auprès d'un grand public. On a décidé de parler de la ville comme un terrain de jeu et de l'efficacité du ludique dans les démarches de participation des habitants. Donc j'ai compris que vous étiez tous, vous releviez tous un peu de la sensibilisation à l'architecture, à l'urbanisme, à l'environnement. Nous, on arrive plus du projet urbain, mais ça se croise, je pense. Donc dans une première partie, on va interroger ce que peut signifier prendre la ville comme terrain de jeu, par quel bout on peut attraper la ville. Et on considère en fait que l'artiste, le collectif qui crée à partir de la ville, s'invente son propre jeu de création. Et dans la mesure où on présente des exemples qui sont des œuvres contextuelles et interactives, on considère aussi que l'œuvre en tant que telle est un jeu pour les personnes qui vont entrer en interaction, que ce soit les usagers de l'espace public, les habitants, les spectateurs. Voilà. Dans une seconde partie, on va aborder on va revenir avec un mode plus analytique sur les dynamiques d'approche de ce terrain de jeu, ou sur les dynamiques d'approche, les modes d'intégration du joueur, sur les énergies qu'on considère comme ludiques qui sont mobilisées. Et on va commencer à s'interroger avec Petra sur la manière dont ces dimensions pourraient être transférées vers la fabrication urbaine. Et enfin, dans une dernière partie, on questionnera plus directement l'intégration du ludique au processus de concertation, parce qu'on part du principe que derrière un dispositif de concertation, il y a aussi des règles du jeu de la concertation. Et à partir du moment où on se pose la question de quelles règles du jeu artistique ou quelles règles du jeu on lie à la participation,
ça s'intègre dans l'ensemble des règles du jeu de la concertation. Le message qu'on souhaite transmettre, c'est d'abord que la dimension artistique, les projets artistiques sont très inspirants pour penser autrement des dispositifs de participation. C'est que, afin qu'un processus de participe fonctionne bien, il doit être mis en place au regard d'objectifs visés, qui sont clairs. Pourquoi est-ce qu'on fait cette concertation? Et ces objectifs peuvent être de nature politique, sociale, technique. Et que donc la question des règles du jeu de la concertation est cruciale par rapport à ces objectifs. Et que la valeur d'expérimentation et d'ajustement, ils sont essentiels. Il y a rarement des recettes toutes prêtes. Et le troisième message, donc c'est un message un peu qui plaide dans notre sens, c'est que ces dispositifs ludiques permettent une vraie plus-value dans ce processus de participation des habitants. Une plus-value qui peut concerner différents domaines, la mobilisation des publics, la nature d'engagement des participants et les représentations que révèle la concertation. Donc, la ville comme terrain de jeu. Donc tout d'abord, avec quel versant de la ville joue l'artiste? Donc la diversité des angles pour l'aborder est infinie. Quelle échelle, quelle thématique, selon quelle discipline. On va vous proposer une grille de réponse qui va s'appuyer essentiellement sur les notions, sur les notions fondamentales de l'urbanisme et des sciences de l'espace. Donc le périmètre de la ville, l'espace public, le rapport de l'individu à la ville et le processus de la production de l'urbain. Alors, la ville comme terrain de jeu, si on considère que la ville est une des formes les plus achevées des sociétés humaines, derrière ce sont des principes fondamentaux de la société qui transparaissent. Et certains artistes qui sont appelés même soit artistes, soit utopistes, soit visionnaires, ont ainsi proposé des villes virtuelles, des villes ayant une réalité éphémère ou contextualisée. On a ici par exemple New Babylon, donc situationniste constant, qui propose une ville basée sur le mouvement, le jeu, l'exclusivité du factice, qui était une alternative, qui se posait un peu comme contestation à la manière dont on faisait de l'urbanisme dans les années 60. Vous avez ici Plugging City, donc, avec du collectif d'architectes Archigramme, donc une ville qui s'appuie sur des dimensions d'éphémère, de jetable, de mobilité, de préfabriqué, d'évolutif. C'est la culture pop, populaire. Alors ici, on est un peu moins dans une utopie, on est sur le projet de Burning Man, entre la ville et le festival, donc un concept de ville éphémère qui se reconstruit chaque année dans le désert du Black Rock, dans le Nevada, depuis je crois 15 ans, pendant une semaine. Donc c'est un campement éphémère qui peut atteindre chaque année jusqu'à 40 000 habitants. Donc c'est 40 000 habitants, c'est une ville comme Angoulême, comme Cherbourg. Et des habitants qui s'extirpent de leur réalité quotidienne pour venir participer à cette communauté. Donc chaque participant s'engage dans un projet, une fonction, éventuellement dans un personnage. Donc là, il y a un parallèle à faire peut-être avec l'univers des avatars qu'on trouve dans les jeux vidéo. Bon, après, la question qu'on peut se poser derrière, c'est qu'est-ce qui en fait une ville? Qu'est-ce qui fait que c'est pas une ville? On ne va pas en débattre tout de suite, mais voilà. Un projet qui est un peu moins ambitieux, qui plaît énormément, c'est le Festival du non-ville du monde, à Plounérisson, dans un petit village de 400 habitants dans les Deux-Sèvres. Donc en 2010, le directeur artistique, qui est un conteur, Yannick Jolin, avait décidé avec les habitants de transformer le bourg en Golden City, en customisant donc le village des Deux-Sèvres en mégalopole.
Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu sur la métamorphose urbaine. Les perspectives d'évolution de la ville sont visitées avec une proposition d'un nouveau plan d'occupation des sols. Il y a des nouveaux services, donc il y a le supermarché, il y a la boîte de nuit, donc là vous voyez le fast-food, le McMojet. Il y a aussi les bidonvilles. Et voilà, bon, Golden City reprend un peu le décalage du principe du carnaval, en jouant sur les contrastes et l'improbabilité de l'hybridation de ces deux mondes, le petit village et la métropole. Alors des exemples qui vont être moins sur on prend la ville en entier, mais sur ce que j'appelle des métonymies urbaines, donc qui vont prendre en fait comme terrain de jeu des fonctions ou des thématiques telles que l'habitat ou la place de la nature en ville. Donc ici, c'est l'artiste Molly Schwartz qui est à Brooklyn, qui propose un dispositif qu'elle appelle After You Leave. Et elle invite à recenser l'ensemble des endroits du quartier où la nature résiste sur la ville. Donc ses complices, qui peuvent être des habitants, le public, les participants, les joueurs, les gens qui proposent le dispositif, sont donc invités à prêter attention dans le quartier et à photographier chaque anecdote urbaine qui parle de cette nature qui résiste sur le bitume, et à mettre ces photos en ligne, sur une carte en ligne. Ici, on a La Vengeance des Semis. C'est un vieux spectacle-installation d'une compagnie toulousaine qui s'appelle le Fun, où un matin, un quartier se réveille et une communauté d'agriculteurs et d'éleveurs insolites s'est installée dans le quartier. Il vous reste une semaine. Donc, il y a des vaches, il y a des poules, il y a des choses qui poussent. On est plus sur une invasion du territoire ici. Une des questions qu'on peut se poser, c'est quels sont les liens qui vont se nouer entre l'univers fictionnel de La Vengeance des Semis et le quartier, les habitants, les acteurs, etc. Toujours sur le principe de la métonymie urbaine, mais plus autour de la fonction d'habitat et d'habiter. Ici, on a un ancien projet d'un collectif parisien, Ici Même, qui s'appelle Ici Même, un projet de 2004. Donc c'est Chronologue Chrono Club. C'était une agence urbaine qui était un canular qui proposait des locations de pavillons modulables, donc à peine plus grands que des places de parking. Alors on ne voit pas, mais il y avait une quatrième petite vignette où on comprenait que le salon peut être salon pendant que les éléments de la cuisine sont remontés en haut. On descend les éléments de la cuisine, on remonte le salon, ça devient une cuisine. Et on est sur un principe aussi où les locations sont par tranche horaire. Pourquoi payer toute la journée un logement alors qu'on n'y passe que la nuit? Et quitte à ce qu'on soit dans un rapport flexible, ultra flexible à l'habitat, en fait, peut-être que ces tranches horaires, elles peuvent être aujourd'hui à Barcelone, le week-end prochain à Marseille, etc. Donc ce projet interroge un peu notre rapport à l'habitat, en proposant un prototype d'habitation qui pousse à l'extrême, donc les dimensions de modularité, de mobilité, de rapport à l'espace, temps, argent. Voilà, donc l'intention artistique du fondateur, Marc Hetz, était de réaliser un manifeste d'architecture modulaire. Alors cet après-midi, je crois qu'on voit quelqu'un d'Existe. Donc là, c'est un des projets d'Existe à ses tout débuts, parce que c'est leur projet de diplôme, l'architecture du RAB. C'est un projet autour des notions de modularité et de mobilité dans l'habitat, mais aussi pour une architecture participative, écologique, évolutive et qui crée du lien. On est sur un projet conçu pour investir un délaissé urbain, ou peut-être le RAB de la ville, et qui recycle des espaces, mais aussi des matériaux, et qui propose tous les jeudis les repas de quartier avec les fonds frigo
les habitants, donc avec une sociabilité autour du Rhin. Prendre la ville comme terrain de jeu, c'est pas forcément s'attaquer à ses fondamentaux sociaux, ça peut être aussi attraper l'espace public. Alors l'espace public, c'est une notion complexe, donc on peut l'attraper à travers les flux et les ambiances. Donc là, on a un projet d'un groupe de New York, Shua Group, qui propose donc une chorégraphie intersection play, donc à partir de flux des piétons, flux des voitures, à partir de la forme d'un carrefour new-yorkais. Voilà, donc un jeu plus avec les éléments et l'ambiance du lieu. L'espace public, c'est aussi sa fonction d'agora et de sphère du débat public. Ici, vous avez le groupe collectif Ici même Grenoble qui propose des agences de conversation placées dans différents endroits de ville. Ici, je crois que c'était sur un marché. Voilà, donc l'espace public, des artistes qui travaillent sur l'espace public, comme la sphère des idées qui s'expriment, qui circulent. Là, derrière la notion d'espace public, il y a aussi l'idée de sphère de légitimité qui appartiennent enfin, public, privé, voilà. Quelle est la légitimité des comportements qu'on y fait, et cette légitimité, elle tient à des lois. À quoi tiennent ces lois? Une loi juridique, une coutume, un consensus collectif, la tolérance ou l'intolérance d'un propriétaire ou d'un riverain. Donc ici, bon, il manque une photo, mais on parle du cinéma radio-guidé, d'ici même Grenoble. Donc un groupe, environ 80 personnes, va être muni de petites radios, et à travers une chaîne de radio locale, un cinéma radio-guidé va commencer, les invitant à se déplacer dans l'hypercentre d'une ville avec des consignes de déplacement, des superpositions d'ambiance sonore, des consignes qui peuvent être farfelues, et ce qui est intéressant, c'est que ça joue parfois sur la transgression. Donc là, ce qui m'intéressait par rapport au privé public, c'est comment, à des moments, la consigne Père chez vous, inviter des gens à se percher sur une table du McDonald's, etc. Enfin, est-ce qu'on peut pas? L'espace public, c'est ça aussi avec ces franges. Derrière la question de l'espace public, il y a aussi la question de l'intime, ce qui anime un individu mais qui lui appartient en son fort intérieur, et l'extime, ce qui va ressortir, ce qui va être perceptible de cet individu. La troisième grande catégorie proposée comme terrain de jeu par les artistes est celui du rapport de l'individu à l'espace, le rapport de l'individu à la ville. Et on peut envisager trois axes principaux, donc l'espace comme système de repérage, la proxémie, différentes coquilles de l'espace personnel et de la territorialité, et l'espace vécu. Alors, par rapport à l'espace comme système de repérage, on peut parler de l'espace étalon, un espèce où les repères font référence à des dimensions, des coordonnées et des unités métriques conventionnellement et arbitrairement connues, où il peut s'agir du système de repérage plus subjectif, où les repères sont alors de nature physique ou psychique et apparaissent comme essentiels pour l'individu pour la reconnaissance de l'espace et de son orientation. Comment mettre son système de repères et d'orientation de côté? Ici, vous avez le Urban Disorientation Game. Donc c'est un jeu, donc là on est à New York, où le joueur est amené en aveugle dans un endroit avec pour consigne de retrouver le lieu du festival. On lui donne juste un kit ayant soit un plan, soit un ticket de métro, soit un jeton pour donner un coup de fil. Voilà. Ça peut être très joyeux. Bah, je pense que cette période est... Là, on est donc toujours une proposition d'ici même Grenoble. Vous laisseriez-vous guider par une inconnue? Donc une proposition de marche aveugle pendant 1h15. Donc on a le temps de rentrer
et en plein cœur de la ville. Donc, d'un côté, on paie ces repères visuels pour la personne qui se laisse guider, et pour celle qui guide, on travaille aussi sur comment guider quelqu'un dans la ville à l'aveugle. Par rapport à ce qu'on appelle la proxémie, donc sur ces différents espaces, espace personnel, espace social, espace public d'une personne. Donc certains artistes travaillent à jouer sur ces choses, donc beaucoup de propositions intimistes. Alors celle-ci du commandant poétique est particulièrement intéressante parce que justement c'est comment est-ce que je rentre dans l'intimité de quelqu'un tout en, dans une certaine mesure, préservant sa sphère, sa bulle personnelle, une espèce de morphine. En fait, il suit sur des poèmes, simplement. Voilà. Et comment le rapport de l'individu à la ville peut être abordé à travers l'espace vécu. Donc ici, on a un spectacle du théâtre de chambre qui s'appelle Blue Pillow, donc, qui a été créé entre autres à Dunkerque. Et qui part vraiment d'une rencontre avec des habitants d'un quartier qui est en rénovation et qui s'inspirent de leur récit de vie et notamment de leur parcours de mobilité. Alors, je vous prends la ville comme terrain de jeu, ça peut être aussi prendre le processus de la production de l'urbain comme terrain de jeu. Ça peut être abordé de manière informelle ou plus formelle. Donc ici, on est dans un jeu assez direct, plus activiste que artiste, donc jouer à faire bouger la ville. Là, on a le guérilla gardening, donc qui s'approprie des délaissés pour jardiner, pour fleurir la ville. À côté de ça, on a le parking day, donc c'est un peu plus rentré dans les institutions, s'approprier des places de parking. Un peu pour rêver une ville alternative à celle de la voiture. Mais travailler sur les dynamiques et les cadres de la ville en mutation, ça peut être aussi jouer avec les cadres contractuels. Alors là, on a une proposition, la démarche HQAC, haute qualité artistique et culturelle, de l'artiste Stéphane Champlan, qui travaille directement avec les ZAC, les zones d'aménagement concerté. Donc ici, on a Ivry-sur-Seine. Donc différentes actions artistiques ont lieu en amont et pendant le chantier. Mais la chose qui est particulièrement intéressante, c'est qu'il y a eu un partenariat avec l'aménageur et que l'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce chantier ont eu dans leur cahier des charges une clause HQAC, haute qualité artistique et culturelle. Et ont dû se poser la question, moi à mon niveau d'intervention, comment je participe à ce HQAC. Donc c'est particulièrement intéressant parce que souvent, de mon côté, moi je regarde comment le projet urbain peut être coproduit par plein d'autres gens, alors qu'ici c'est l'artiste qui a détourné la démarche presque en disant bon, bah, comment mon projet artistique peut être coproduit par l'ensemble des acteurs du projet urbain. L'initiative des chantiers de l'architecte Patrick Bouchin, lorsqu'il travaille sur des bâtiments culturels, donc par exemple la scène nationale, le Chanel à Calais, ou actuellement le chantier du Point Haut à Saint-Pierre-des-Corps, c'est le lieu du polo et de la campagne off, scande les différentes étapes du projet et du chantier par toute une programmation artistique. Après, on n'est pas exactement dans la même démarche que HQAC, c'est plus comment les usagers de l'espace qui est en train d'être transformé s'approprient le contexte de la transformation urbaine, cette conjoncture. En fait, même si la ville est en mutation, l'idée n'est pas d'arrêter son projet de programmation culturelle, même si ça bouge. Au contraire, inspirons-nous-en. Voilà. L'idée est maintenant d'extraire de ces exemples qui ont été un peu présentés, peut-être des dynamiques, la manière d'intégrer le public, des
des énergies ludiques et se poser la question en quoi ça peut être transféré vers la fabrication de l'urbain et notamment vers des processus de concertation et de participation. Donc là, on va rentrer plus en interaction avec Petra. Alors, parmi les dynamiques d'approche de ce terrain, quand l'artiste crée, comment est-ce qu'il approche cette multitude de terrains qu'on a vu, qu'on vient de voir. Donc l'artiste peut jouer à créer une ville, à remanier, à redéfinir ses cadres structurels. Il s'apparente ou se déclare architecte, urbaniste, visionnaire, etc. Et qu'il ne fasse que projeter sa ville en laissant à l'état d'esquisse, qui tente de la réaliser comme Burning Man, ou qui joue sur la métamorphose d'une ville sur elle-même comme Golden City. Il explore plusieurs fonctions urbaines. Et à travers cette idée de créer, de redessiner la ville, si on sortait du contexte artistique, si on demandait à un habitant de repenser les fondamentaux d'une ville, ou à quelqu'un qui est dans le social, ou dans le commerce, ou un technicien de transport, etc., si on les invitait à rentrer dans une démarche de ville idéale, de ville cauchemardesque, qu'est-ce qu'on apprendrait sur leur représentation, sur les éléments auxquels ils sont attachés, sur ce qui les effraie. Et est-ce qu'on toucherait des dimensions qui seraient autres que celles qui correspondent aux dispositifs plus classiques? On pose la question, pour vous la ville c'est quoi, à quoi vous êtes attaché, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que le détournement n'a pas une valeur? Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de décadrage, de décoinçage pour que les gens sortent un peu de leur casquette habituelle, parce que souvent dans une concertation, on va avoir des habitants, des professionnels, des décideurs, qui ont leur propre système de représentation. Voilà, est-ce que ce type de dynamique ne peut pas inviter à sortir des systèmes de représentation premiers de la fonction de chacun? Même si bien sûr, il faut savoir ce que l'habitant pense en tant qu'habitant, ce que le décideur pense en tant que décideur, etc. À l'effet de décadrage et la possibilité de décoincer une situation à un moment avant la création de Polymorphe, j'étais avec un autre groupe de laboratoire. On travaillait sur des jeux de scénario et on était approché par une ville en Allemagne qui s'appelle Kornwestheim, qui était dans une impasse. L'impasse était celle que l'industrie qui était le pilier de cette ville était la production des chaussures Salamander, peut-être que vous connaissez la marque, et ils ont délocalisé la production en Pologne. Donc le chômage a fléché. Au centre-ville, il y avait une grande friche urbaine des anciennes usines. La direction de Salamander voulait transformer leur patrimoine en outlet center. Je ne sais pas comment on dit, c'est des marques bon marché. Des griffes au centre-ville. La ville, en principe, elle était intéressée de créer de l'emploi, sauf qu'ils étaient conscients que ça ne va pas vraiment créer de l'emploi pour la population locale. Donc chaque demande de permis de restructuration était refusée par le maire. Et ça faisait plusieurs mois que rien ne bougeait. Nous, on est intervenus avec un prédécesseur de Tabula Rosa, un jeu de table qu'on a testé dans cette situation-là la première fois sur le terrain. Le but du jeu, c'est de mettre dans une situation de négociation fictionnelle des acteurs de profils différents. Donc on a fait jouer le maire, le directeur de Salamander, le banquier et d'autres. Il y a des associations, des habitants, mais le but c'est de mettre ensemble des gens qui défendent des positions différentes. Moi j'étais très stressée parce que le banquier m'a dit j'ai 10 minutes. Je savais que ça va prendre 1 heure.
ce qui était pertinent, c'est qu'ils ont joué une fois, ils ont redemandé de jouer, et à la fin, chacun est venu indépendamment nous voir pour nous dire c'est incroyable, on est sorti d'une impasse, qu'on repercute d'une réunion à l'autre, où il n'y a rien ne bouge, et là, en fait, on a fait l'expérience qu'il y a des perspectives qui s'ouvrent. Et c'est un peu ça qui nous a tous intrigués, qui nous a finalement vraiment motivés à continuer de chercher des méthodes qui, à travers un décalage, permettent de faire fabriquer la ville autrement. Parce que comme Hélène mentionnait aussi à un moment, j'ai fait avant l'expérience en allant dans des quartiers, parler avec différents acteurs, on a toujours le même type de réponse. Plus d'espace vert, pas de voitures devant chez eux. C'est pas ça qui va nous avancer. Donc il faut le faire autrement. On ne sait pas comment. Donc là, on a parlé de reconstruire la ville, la dessiner. On a aussi la dynamique qui peut être celle de jouer à découvrir ou à redécouvrir un territoire, à l'explorer, à aller à la recherche de l'inédit, de ce que l'on ne connaît pas. Et on peut, dans cette exploration, explorer un ailleurs, donc, oui, un territoire qu'on ne connaît pas. On peut arpenter, on peut s'amuser à dessiner, à reproduire, pour le connaître de manière plus large ou plus méticuleuse. Mais on peut aussi aller vers l'exploration de quelque chose qu'on connaît, mais en décalant ses propres perceptions. Ce qu'on a vu avec les marches aveugles, c'est on peut découvrir quelque chose de très quotidien, mais qu'à travers un concert de son de violon. Ici même Grenoble a une autre proposition artistique qui est intéressante, qui est la randonnée nocturne, qui s'appelle Une ville la nuit. C'est 24 heures, donc on commence à 7 heures le soir, on termine le lendemain à 7 heures encore le soir. On a gambadé toute la nuit, ça a travaillé sur la fatigue, on a été brisé par la fatigue, on redécouvre des choses qu'on connaît déjà mais autrement. Et le projet After You Live nous invite aussi à attirer nos perceptions, à changer nos angles, nos critères d'attrapage de ce quotidien. Et c'est vrai que dans les projets urbains, en phase de diagnostic, souvent il y a un travail en amont avec les habitants qui est proposé, qui est le diagnostic en marchant. Et là je reviens encore sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un diagnostic en marchant en général, où l'habitant arrive comme habitant, le décideur comme décideur, le technicien comme technicien. Est-ce qu'il n'y a pas des modes d'exploration qui permettraient de dépasser ces rôles? Voilà, d'atterrir à attraper peut-être des rapports affectifs, des rapports d'attachement, d'agacement, de solidarité qu'on n'attraperait pas si on disait comme Petra, si on posait les questions en fonction seulement des thématiques urbaines. On a développé un dispositif qui s'appelle Odyssée de l'espace, voir ce qu'on ne cherche pas. Le but, c'est d'accéder à quelque chose qui n'est pas dans notre horizon. Donc c'est à plusieurs niveaux. On fait toujours de l'hypothèse que, puisque tout le monde connaît l'espace, tout le monde le pratique, donc tout le monde a un savoir et un savoir-faire. Alors comment, quand nous on vient en tant qu'experts, ou techniciens, mais quelqu'un qui est formé dans cette discipline, on peut aussi construire avec ce que l'autre il connaît sur un territoire donné. Et que l'autre, il ne répète pas ce qu'il entend des experts. Souvent, quand on intervient avec la casquette d'expert, celui qui ne se considère pas comme expert, il se met en mode écoute et il a déjà un décalage de ce que chacun peut apporter comme
comme qualité au départ. Alors, quand on intervient dans un contexte d'un projet, et on est la première fois avec un groupe mélangé, on mélange toujours les participants. On ne travaille jamais seulement avec les habitants et après avec les techniciens, c'est toujours mélangé. On leur propose d'explorer le terrain, pas en groupe, ni avec quelqu'un qui les guide. On leur donne un protocole qu'on voit un peu à gauche, avec des points. Et on leur dit d'aller observer qu'est-ce qui est dans un point donné. On distribue les points d'une façon aléatoire. Il y a une masse critique, minimum 80 points. Et chaque participant a au moins 2 points à observer, un point qui est donné et un que le participant choisit. La tâche, c'est que, donc parfois ça dépend de la taille du groupe, etc. Il y a un minimum 2, ça peut aller jusqu'à 6 observations. Donc tout le monde part pendant 1 heure sur le territoire et amène des observations qu'il photographie et qu'il décrit selon un petit protocole. Une balade fragmentée, disons, qui peut durer 1 heure, 1 heure et demie. Nous, on attend qu'ils reviennent. Là, on voit à gauche l'équipe, ils reviennent nous donner l'information, etc. En relativement peu de temps, on a 100 observations. Donc là, on est avec 80, voilà. Et ensuite, cette partie du diagnostic, on l'appelle le diagnostic matériel du territoire. Après, il y a d'autres diagnostics, des pratiques, des représentations. Ça, c'est vraiment qu'est-ce qui est là à l'extérieur. Et ensuite, on regarde, par exemple, tout ce qui était évalué en plus de. Une troisième dynamique d'attrapage de la ville par les artistes, donc c'est de jouer avec le rapport individuel à l'espace. On a parlé de décaler ses perceptions tout à l'heure. On pourrait aussi, parfois les artistes travaillent en décalant leurs propres repères fonctionnels. Donc je vais encore parler d'ici même Grenoble, qui en 2002 avait proposé un voyage de 3 semaines de Grenoble à Grenoble, pour des habitants de Grenoble. 3 semaines où les artistes s'étaient organisé un programme de voyage sur Grenoble, sans rentrer chez eux, avec des moments seuls, en binôme, en groupe. Voilà, le Desorientation Game, on en a parlé tout à l'heure, aussi invite à se perdre. Et ce qui est intéressant derrière ces expérimentations, c'est que c'est une porte ouverte pour expliciter ses propres repères, ou même de rentrer dans les repères de quelqu'un d'autre. Et comprendre comment l'autre regarde l'espace, saisir sa vision des choses. Puis on est au cœur du principe d'échange, de ce qui fonde la concertation. Quand on fait une action avec un dispositif, un protocole quelconque et un groupe, il y a toujours le principe de restituer à l'ensemble du groupe qu'est-ce qui était exprimé et qu'est-ce qui était récolté. Ce qui est intéressant quand on revient, par exemple, avec l'observation d'un environnement que tout le monde pratique au quotidien. Donc là, on voit les cartes, d'autres dispositifs, et chaque fois, les participants commencent à discuter automatiquement entre eux sur un territoire qu'ils voient autrement. Donc là, on commence à ouvrir d'autres possibles entre le groupe, et aussi le but d'emmener tout le monde sur le terrain sans leur demander en amont leur casquette professionnelle. Et pour qu'ils aient une expérience partagée en dehors qui n'est pas basée sur le maire voit une certaine situation d'une certaine façon. Et on constate que au moment de la restitution, il y a déjà un glissement du regard personnel vers un groupe qui ensuite, dans les débats, nous permettra de discuter des choses autrement que dans le mode que chacun défend seulement sa position et sa vision individuelle. On peut aussi s'embarquer dans une fiction lointaine,
une fiction science-fiction, mais on peut être aussi dans une fiction plausible, voire désirée, et en fonction du focus du degré de fiction, se rapprocher du projet, de la capacité à se projeter. Voilà. L'idée, c'était de partir du terrain en disant, bon, il y a toujours déjà des choses, des visions qui existent, comment les révéler, et comment à plusieurs tisser ce qui existe, les intérêts, les visions, les besoins des uns et des autres, dans une vision partagée. Et c'est ça le narratif. Alors comment ça fonctionne? C'est qu'il y a un tapis de jeu, c'est un plan du quartier, mais qu'on change un peu, qu'on joue. Il y a les cartes d'entrée qui sont les observations réelles, qui peuvent être faites par le groupe avec l'autre dispositif. Et il y a 4 joueurs avec un animateur. La règle du jeu, c'est que chacun continue l'observation en ajoutant une phrase qui fait quoi, où, et la dessine sur la carte. À un moment, il y a l'animateur qui lance un enjeu. L'enjeu donne au groupe une direction au narratif. Ils sont censés de créer un narratif qui fait une transformation dans la vie. Le but, peut-être pour donner des exemples, j'avais accompagné Tabula Rosa quand je travaillais au Polo à Tours. Les enjeux qui avaient été mis en place d'un commun accord avec l'agence d'Urba, c'était la fin de l'essence, quelle autre alternative pour la mobilité et pour remplacer tout ce qui est plastique dans une ville. Il y avait la loi en crue, il y avait il y a un problème de l'autoroute. Il y avait un enjeu qui était plus sur inviter à dépasser à la frontière de l'autoroute. Enfin voilà. Donc il y a la juxtaposition d'une fiction, d'une réalité possible mais qui est une simulation. On en fait plusieurs. Donc ça permet aussi que les joueurs peuvent dire des choses beaucoup plus extrêmes qu'en réalité, pour voir qu'est-ce qui se passe. En fait, souvent, plus on tire, et qu'est-ce qui se passerait si, plus ça devient instructif après pour lire les comportements, à quel moment une situation dans la ville, ou ça peut être social, économique, urbain, n'importe, bascule. Ce que nous on fait par la suite, on collectionne et on analyse toutes ces fictions. Dépendant du groupe, ça peut être plus ou moins loufoque. L'animateur a le rôle un peu de guider que ça ne part pas complètement déconnecté du terrain pour quand même tisser avec des éléments réels. Et ce que ça produit ensuite, c'est par exemple des idées de projets. Parfois on appelle ça des prototypes urbains, parfois des projets leviers, mais on essaye de revoir toute cette matière crue, des évolutions d'un territoire possible, et voir quelle émergence il y a, quelle émergence de ce qu'on peut appeler projet. Et ensuite, on les formate de différentes façons, plus ou moins fictionnelles, ça dépend avec qui on travaille, dans quel contexte on travaille, et on le retourne, on restitue sur le terrain pour justement échanger et stimuler le débat, qu'est-ce qu'on aimerait pas. Donc là, je veux juste quelques exemples. Dans le 13e à Paris, il y avait un des prototypes urbains, c'était Entre ciel et terre. C'est des bailleurs privés sur une dalle qui est aussi privée. Donc le problème des occupants, c'est qu'ils ont des charges énormes pour l'entretien des tours, mais aussi de la dalle. Et il y a une dégradation, il faut une mise aux normes, etc. Donc l'idée qui est émergée dans l'interaction, c'était de considérer les toits des tours comme du foncier, d'emmener une programmation autre que l'habitat dans le quartier, en conséquence de distinguer les tours les unes des autres,
d'emmener un autre programme, donc d'ouvrir cette monoculture où il y a beaucoup d'habitats concentrés, et par ce biais, obtenir une rénovation des parties communes des halls d'entrée et aussi un système de financement. Donc ça, c'était par exemple un des projets qui, quand on est revenu sur le terrain, était voté comme celui que tout le monde préférait. Une démarche intégrative dans le cadre d'un éco-hameau. C'est le premier éco-hameau en Île-de-France, dans les Vexins. Une petite commune qui voulait s'étendre. Il y a un problème d'assainissement. Et ce qui est sorti et ce qui était testé dans le scénario, c'était les serres d'assainissement combinées avec pépinières. Et finalement, le prototype ou le projet qui en est sorti, c'était un système d'assainissement. Donc une autre dimension d'approche de la ville par les artistes est celle de manipuler la signification urbaine, de jouer avec les signes et les symboles, en filant un peu l'histoire de la métaphore de la ville et du langage. On a ici un projet qui travaille sur le quartier du Sanitas à Tours, le Sanitas en objet, donc un artiste qui co-design avec les habitants toute une série d'objets dérivés. Ici, on est sur les façades de ce quartier qui est caractéristique de la reconstruction. La Sanitas, voilà, du Sanitas. Mais il y a aussi le Sani-Pluie, le parapluie inspiré de la lune des arêtes des toits de certains immeubles du Sanitas. Il y a le Sani Tsupla Kebab. Il y a voilà, comment des images sont érigées un peu en emblème à travers l'initiative de cet artiste, Nicolas Sinari, avec les habitants. Il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent sur les contresens urbains à partir des panneaux, à partir de dessins sur les murs, etc. C'était en 2004, c'est la première fois qu'on a fait Tabula Rosa en France, dans le cadre d'un festival. C'était dans le 10e arrondissement. Et en vitrine, on avait un espace en vitrine, une galerie. On a affiché les idées de projets qui sortaient du jeu. Donc il y avait, par exemple, les bulles d'horizon. Bon. Il se trouve et on voulait attirer les gens à l'intérieur pour jouer. Et on était à une période où le quartier autour du canal était encore en gentrification. Tout le monde regardait les annonces immobilières et comment les prix grimpaient. On s'est posé aussi la question de la valeur de cette idée. Moi, je sais, en tant qu'architecte, cette définition de proposition, c'est esquisse. Donc, je sais combien je peux normalement facturer dans la grille d'honoraires pour ce niveau de définition. Là, on le fait dans un cadre d'interaction. Déjà, la question se pose, qui est l'auteur? Notre désir était qu'il y a des potentiels porteurs de projets qui s'approprient et qui disent, bah oui, on veut le réaliser, ce projet. Donc, on voulait le promouvoir. Donc, on a joué avec la mise en page des annonces immobilières qu'on voyait à l'époque, toutes les composantes, et on a mis, par exemple, le prix de base 0 € hors taxe à négocier, contacter nos représentants sur place. On va aller voir ce qui se passe. Parce qu'on n'a toujours pas de réponse. Comment résoudre ce problème que si je mets ma casquette d'architecte et on a les diplômes, on a tous des diplômes. Dans quelle catégorie je me mets et quelle légitimité et quelle valeur ça. Voilà. Et effectivement, c'était marrant parce qu'il y avait des architectes qui sont venus, qui ont pris les flyers, je peux le faire. Oui, parlons-en. Comment, derrière, en s'inspirant des démarches artistiques, on peut mettre la focale sur l'intégration du public, des habitants. Il y a différents degrés d'interaction. Est-ce que l'habitant est présent dès le moment de définition de l'œuvre? Est-ce qu'il est surtout activé par l'œuvre quand elle se met en place?
cette question de où est-il, comment on l'active, de quelle manière, qu'est-ce qu'on en attend, qu'est-ce qu'on en a attendu, comment on revient vers lui, c'est autant de questions qui est intéressant de se poser quand on se pose la question de l'intégration des habitants et des différents acteurs dans les projets urbains. Les énergies ludiques, qu'est-ce qui fait jeu jusqu'à maintenant? On est un peu depuis tout à l'heure dans une transposition où le jeu est presque un prétexte de figure de style. Donc là je suis partie derrière le jeu, quelle énergie peut y avoir? Il peut y avoir le mimésis, le jouer à faire comme, il peut y avoir le aléa, le hasard, le agon, la compétition, Illings, le vertige. Là on est sur la typologie de Robert Caillois, donc un des premiers penseurs des années 60, sur le jeu. Pas un des premiers, mais un des penseurs. Nous on a eu envie d'y ajouter la dynamique d'exploration, la dynamique de construction, comme vecteur primaire de ce que c'est qu'un jeu. Ce sont autant de choses qui peuvent être combinées. Par exemple, une exploration simple, on arpente un territoire. Si on arpente ce territoire de nuit, comme ici même Grenoble, on convoque la fatigue et on convoque Illings, le vertige. On ne sait pas sur quoi on va tomber, ce qu'on va découvrir, si on n'a pas tout préparé, on convoque aléa, le hasard. On va jouer à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on est un migrant? Est-ce qu'on est un touriste? Est-ce qu'on est un enfant? Est-ce qu'on est quelqu'un qui se cache? Donc on convoque mimésis, jouer à faire comme. On est quelqu'un qui se cache et qui a quelque chose à se reprocher, et puis un deuxième groupe qui arrive, on va dire des policiers, une course-poursuite, une compétition agone se met en place. Et puis au petit matin, on nous dit que suite à la nuit qu'on vient de passer, on doit créer une typologie des cachettes, quel type de cachette, quel mode de se cacher, etc. On convoque la construction. Tout ça pour dire que c'est des mécaniques de jeu qui peuvent se combiner et compressant intéressant pour la dynamique et pour l'état dans lequel on peut mettre les participants, une espèce d'esprit du jeu. Voilà, et puis ensuite donc, le degré de complexité des règles. Alors Païda, ça va être un jeu avec des règles plus simples, l'exploration en elle-même, sans trop de contraintes. Et le ludus, ça va être quand on va surajouter les règles. Le jeu artistique, on l'a pris parce qu'il nous a passé, parce qu'il est une chaîne, que des sujets sont mis au travail, des représentations sont détournées, sont révélées, sont manipulées, des dispositifs d'interaction et d'échange sont proposés, avec on a pensé les rythmes, on a pensé la nature des engagements, etc. Et la question qui nous intéresse, c'est donc l'efficacité et la plus-value d'un dispositif ludique par rapport à un processus de concertation pour un projet de territoire, qui soit stratégique ou opérationnel. Mais ces questions ne peuvent se poser que si on est au clair sur ce que c'est qu'un dispositif de concertation et sur celui qu'on a envie de mettre, si on est un maître d'ouvrage ou autre, de mettre en place. Donc les questions dont on ne peut pas faire fi, c'est la question du sens. Est-ce que la concertation qu'on est en train de mettre en place est de nature, a des objectifs avant tout de nature politique? Est-ce qu'on la met en place pour une adhésion au projet, pour redonner confiance en la machine publique qui porte ces projets? Est-ce qu'on s'intéresse strictement aux habitants d'un quartier pour leur signifier on s'occupe de vous, ou est-ce qu'on inscrit la concertation dans un processus plus large pour avoir une adhésion plus large? Peut-être que la transformation du quartier correspond à la mise en place de nouveaux emblèmes pour l'ensemble de la ville. Est-ce qu'on est dans une stratégie de renouement avec certaines catégories d'acteurs après une prise de terrain particulièrement conflictuelle? Ça peut être un des premiers sens de la participation. Derrière, il peut y avoir celui de développer le lien social
Est-ce qu'il s'agit d'une concertation qui intègre les habitants afin de tisser des relations entre les acteurs autour d'un projet? Ou est-ce que c'est une opportunité pour tenter de toucher des personnes avec qui les institutions ou certains acteurs ne sont pas en contact? Est-ce que l'idée c'est de poser les prémices d'un collectif qui réunirait par exemple des habitants, une maison de quartier, des bailleurs, quelques commerçants, un futur pôle santé, qui puisse devenir un interlocuteur par rapport à ce projet et qui pourrait prendre un peu, prendre peut-être les clés de la cité et permettre une meilleure participation aux décisions, voire le portage de certains aspects du projet. Est-ce que le sens de la participation est plus d'un point de vue technique, mettre au cœur du projet l'usager, l'acteur, l'habitant, pour le dessin d'un meilleur projet, du projet et des politiques publiques qui l'accompagnent? C'est là où... Oui, en fait, on constate aussi qu'il y a souvent une inclarté du côté du commanditaire. Pourquoi il désire faire appel à des équipes comme nous? On a beaucoup. La première fois qu'un commanditaire qui voulait des projets de construction est venu vers nous, la demande était extrêmement claire. C'était le directeur du centre médico-social Saint-Martin, qui est ce centre pour handicapés mentaux. Son constat du besoin était intéressant pour nous parce que, comme ils ont un domaine de 35 hectares avec de la forêt, des espaces verts, des constructions, c'est une petite ville. Donc il y a tout le temps des travaux. Le constat de l'institution, c'était que les handicapés qui étaient des résidents étaient perturbés chaque fois que la barrière de chantier était levée à la fin du chantier. Et en conséquence, les salariés devaient rattraper pendant 6 mois cette perturbation de la communauté. Et le directeur est venu vers nous avec la demande: j'ai besoin d'un atelier de bois, je vais rénover une résidence et je veux construire un lieu de bien-être, mais j'ai besoin de le faire avec mon institution parce que ça ne fonctionne pas. Là, c'était très clair et ça s'est très bien passé. On a même eu un prix pour le projet citoyen. À d'autres moments, par exemple, dans le contexte du développement du PLU à Tours, on nous a appelés au moment du PAD où en fait les décisions étaient prises. Qui a la gouvernance du projet et qui a la gouvernance de la concertation? Et effectivement, on a même intérêt à ce que ce soit la même équipe ou qu'il y ait le plus de passerelles pour que les ping-pong se passent au mieux et que le processus de concertation soit le plus tricoté avec toutes les différentes phases de diagnostic, de premier scénario, de choix du scénario, de réalisation, de la livraison, du retour sur livraison, pour que ça fonctionne. Idéalement, soit le commanditaire est clair et dit on a besoin de communiquer, de partager, de faire comprendre qu'est-ce que le projet va être. C'est un besoin tout à fait légitime. C'est pas la même chose que de dire nous voulons porter un projet à plusieurs ou nous voulons interagir avec d'autres pour raffiner le programme, raffiner un projet architectural. Et donc, comme on a fait dans différents cas d'études, on peut de notre côté établir une trame, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Là où il y a aussi confusion parfois entre nous et les commanditaires, c'est qu'à la fin on nous demande « et vous avez atteint combien de personnes ?» Pour le public ou un commanditaire, c'est une question qui est importante s'ils sont dans la diffusion. S'il s'agit d'améliorer un projet concret, on a pu constater aujourd'hui que ce n'est pas le plus grand nombre qui est important. À partir du moment où
on se prend le temps à échanger sur les enjeux, sur de quoi on parle réellement. En fait, le bon sens de chacun est palpable très vite. Mais il y a une énorme peur des deux côtés. C'est pour ça aussi qu'on essaie de jouer avec des dispositifs qui laissent tomber des masques ou qui brouillent les représentations, que les élus, ceux qui représentent, ont le sentiment qu'ils doivent faire et dire ce qui est attendu d'eux sans trop savoir ce que c'est, sans vouloir le savoir. Et au départ, parfois, les habitants non institutionnels pensent que l'autre a un pouvoir omnipouvoir, ce qui n'est pas le cas. Mais assez vite, en fait, ça se nivelle et il y a une compréhension que le maire ne peut pas tout faire, qu'il a plein de temps. Et de l'autre côté, que chacun a quand même une marge d'action qu'il peut prendre. Donc ça, c'est assez intéressant à observer et je pense que toutes ces observations me confirment qu'on peut y aller.